Le nouveau documentaire Netflix bien dans son assiette, La preuve par deux, aka You Are What You Eat, The Twin Experiment, issu d'une étude de Stanford et publié dans The Journal of American Medical Association, fait pas mal parler de lui en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite analyse et vous dire si ce qui est dit dans ce documentaire est vrai ou faux. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. J'ai pas mal d'autres vidéos de ce type, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire que je vais faire attention aux biais de confirmation et d'essayer d'être le plus neutre possible. C'est un documentaire qui compare un régime omnivore d'un côté à un régime vegan de l'autre. Je n'ai absolument rien contre le véganisme, je n'aurais pas fait une formation entière dessus pour permettre aux athlètes de performer tout en suivant une diète végétalienne. J'ai d'ailleurs coaché pas mal d'athlètes qui étaient véganes dans ma carrière de coach. Alors je serai forcément biaisé parce que c'est le principe du biais de confirmation. On n'est jamais totalement neutre, mais essayons de se focaliser sur les données de cette étude et sur le documentaire et rien d'autre, et d'avoir la plus grande ouverture d'esprit possible. C'est ce qu'un scientifique devrait faire et c'est comme ça qu'on va regarder ce documentaire et cette étude. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors l'auteur principal de cette étude sur les jumeaux s'appelle Christopher Gardner, qui est le premier à s'exprimer dans cette émission. C'est le directeur des études nutritionnelles au centre de recherche en prévention de Stanford. Il est également directeur de l'initiative de Stanford sur les régimes à base de plantes qui est financé par Beyond Meat. Alors Beyond Meat, pour ceux qui connaissent pas, c'est une alternative végane qu'on retrouve dans les magasins, qu'on commence à retrouver un petit peu en France. C'est utilisé d'ailleurs par Burger King pour leur burger vegan. En fait, c'est des substituts de viande qui est censé avoir le même goût que la viande, mais qui est produit à partir de plantes, généralement des protéines de soja, des protéines de pois et des protéines de riz qui sont mixées ensemble et qui donnent une consistance et un goût qui ressemble à celle de la viande. Voilà, je dis ça déjà pour placer le contexte. Avant de parler du documentaire, parlons rapidement de la recherche en question parce que le documentaire en fait se base sur une recherche qui a été publiée par Stanford, encore une fois dans le journal American Medical Association. Il s'agit d'une RCT, donc un essai contrôlé et randomisé, ce qui est sans doute le meilleur moyen de montrer une différence d'effet entre deux protocoles. Et ils ont utilisé des vrais jumeaux, donc deux personnes qui partagent le même génome, et leur donner deux diètes différentes peut nous montrer quel est l'impact sur leur organisme et sur leur performance, et c'est justement ça qu'ils veulent mettre en avant dans ce documentaire. C'est une super idée parce que c'est un peu le rêve pour un scientifique d'avoir accès à des jumeaux parce qu'on peut faire des vraies comparaisons sur des gens qui sont sur le papier identiques. Et en plus de ça, en regardant le documentaire, il semble avoir pris des jumeaux qui partagent un lifestyle similaire, ce qui est aussi très important pour enlever potentiellement des facteurs confondants. Alors j'ai commencé à regarder le premier épisode et mes détecteurs de caca de taureau ont commencé à clignoter direct. J'ai vraiment eu l'impression que le documentaire était très orienté avant même qu'on nous présente les résultats de l'étude en question. Alors je comprends qu'ils ont les résultats de l'étude avant de produire le documentaire, mais la manière dont c'est tourné semble qu'ils savent où ils vont avant même d'avoir les résultats, ou du moins où ils veulent nous emmener avant que nous ayons les résultats. On va d'ailleurs en reparler ensuite. Ensuite, j'ai vu que les 4 épisodes étaient produits en association avec The Vogue Foundation. Alors je sais pas trop ce que Vogue fait parce qu'il n'y a pas de site internet, mais ce que je sais c'est qu'ils ont en partie financé un autre documentaire dont on a déjà parlé sur cette chaîne, The Game Changers. Si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, je vous la mets juste ici et vous pourrez aller la regarder après avoir regardé celle-ci. Kyle Vogue, qui est à la tête de The Vogue Foundation, fait partie de la Vegan Mafia, qui est un groupe d'investisseurs qui parie sur l'évolution de la nourriture globale. Donc ils ont plutôt intérêt à ce que tous les gens deviennent véganes parce que du coup, ils profiteraient énormément financièrement de leur pari sur une évolution vers une alimentation végane globalisée. Donc pour résumer, nous avons un documentaire réalisé par un vegan, basé sur une étude réalisée par un vegan aussi, qui dirige un programme financé par des aliments véganes. Donc à partir de là, je comprends rapidement que ça va sans doute aller dans le sens où nous devrions tous être véganes. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'étude est forcément mauvaise ou biaisée, mais gardez ça dans le coin de votre tête quand même, parce que ça va potentiellement nous servir par la suite de l'analyse. Je rappelle que j'essaye juste de faire une analyse, donc maintenant on va regarder les données de cette étude parce que c'est ça le plus important. Ce qu'on veut voir, c'est des résultats tangibles et les conclusions qu'on peut en tirer pour notre propre alimentation. Donc dans l'étude en question, nous avons une RCT avec 22 paires de jumeaux, un régime omnivore contre un régime vegan. On a 4 semaines de diète contrôlée où l'étude donne aux participants ce qu'ils doivent manger. C'est fourni en fait par une marque qui sponsorise aussi l'étude, je crois. Et ensuite 4 semaines de plus
paradoxe où les personnes doivent respecter un régime omnivore ou un régime vegan, mais c'est plus contrôlé dans le sens où ils font confiance aux participants pour que les participants suivent cette diète et s'alimentent de la manière dont ils doivent s'alimenter par rapport au groupe auquel ils ont été affiliés. Au niveau des résultats qui veulent être étudiés par les chercheurs de l'étude, ils voulaient suivre le LDLC, qui est souvent surnommé le mauvais cholestérol, comme le marqueur principal que l'étude voulait analyser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est toujours au début d'une étude qu'on va déterminer ce qu'on veut tester pour éviter d'être biaisé dans l'analyse des résultats et de sélectionner un petit peu ce qu'on veut et ce qui s'appelle du cherry picking. Et là, ce qui est intéressant, c'est peut-être la différence entre l'étude et le documentaire qui nous est présenté sur Netflix, parce que dans le documentaire, il nous parle quand même de faire un scan DEXA au niveau des gens pour suivre leur composition corporelle. Donc un scan DEXA, ça va vous permettre de savoir quel est le taux de masse grasse, le taux de masse maigre, la densité osseuse également, et ils vont aussi suivre le poids dans le documentaire, alors que c'était pas des choses qui avaient été mises dans l'hypothèse de départ de l'étude en question. Là où encore une fois, j'ai des petits détecteurs qui s'enclenchent, c'est que on sait de manière générale, parce que ça a été montré dans des recherches avant, c'est que généralement quand une personne va sur une diète végétalienne, végane, à base de plantes, il va toujours y avoir une baisse du LDLC. Donc potentiellement, ils savent que ça va être favorable par rapport à une diète omnivore. Et c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant qu'ils n'aient pas mis dans l'hypothèse de départ d'autres éléments qu'ils voulaient suivre au cours de cette expérience. Alors au niveau des résultats de cette recherche, on a une baisse du LDLC, ce qui encore une fois est normal lors d'une diète végétalienne. On a une baisse du HDL, qui est le bon cholestérol entre guillemets, pour la diète végane aussi. On a une augmentation des triglycérides pour la diète végane. Alors je vous le dis, une diète qui fait baisser le HDL et qui augmente les triglycérides n'est généralement pas une bonne idée. Un autre truc important aussi, c'est qu'il y avait 22 paires de jumeaux, 10 hommes et 34 femmes. Le but de la recherche, c'était de voir l'évolution du LDLC, comme on l'a dit, qui était dans l'hypothèse de départ. Ils savaient que ça serait le cas parce qu'on sait que c'est ce qui arrive lors d'une alimentation plant-based. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas mentionné dans le documentaire ou dans la recherche de Stanford, c'est que le LDLC ne semble pas être un facteur aggravant du risque cardiovasculaire chez les femmes. Et ça, c'est d'après une revue systématique de 19 études rassemblant 68 000 personnes. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait être mis en avant par le documentaire ou par l'étude. Autre point important, c'est qu'un test sanguin classique qui mesure le LDLC ne va pas faire la différence entre les lipoprotéines LDL de haute densité et celles de faible densité. Sauf que les lipoprotéines LDL de faible densité sont celles qui sont corrélées avec des risques cardiovasculaires. Et vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'augmentation des triglycérides avec la diète végane? Et bien justement, cette augmentation, elle est liée malheureusement justement avec une augmentation des risques cardiovasculaires. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que justement une augmentation des triglycérides était corrélée avec une augmentation du LDL de faible densité qui est lié, lui, à une augmentation des risques cardiovasculaires. Un autre point important de l'étude, c'est qu'il y avait une perte de poids plus importante avec le régime vegan, ce qui fait forcément dire que les personnes ont consommé moins de calories. Et c'est pas normal parce que si vous faites une comparaison entre deux régimes, vous devez avoir un apport calorique similaire et potentiellement une décomposition en macronutriments, en fibres, etc. qui est similaire également. Ce qui est possible à mettre en œuvre. Là où ça peut être problématique, c'est que pour la plupart des gens, lorsqu'il y a une perte de poids, il y a une amélioration générale des marqueurs de santé. Donc je pense particulièrement à la sensibilité à l'insuline, au panel lipidique, etc. De même, ce qui m'a vraiment embêté par rapport à la recherche et au documentaire, c'est qu'on n'a aucune idée de la composition de la diète. On a juste des pourcentages, mais on n'a pas de détails par rapport aux aliments qui ont été choisis, etc. Ce que je trouve vraiment dommage parce que la plupart des gens qui regardent ce genre de documentaire, ils veulent savoir, ok, très bien, je vois la théorie, etc. Mais en pratique, qu'est-ce que ces gens mangent? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette en fait? Donc ils filment parfois les individus en train de préparer de la bouffe, etc. machin, mais il n'y a pas trop d'informations à ce niveau-là. Et pour ceux qui veulent analyser la recherche, il y a vraiment peu d'informations. Il y a un autre truc qui m'a fait tilter un moment, c'est qu'il y a pas mal d'intervenants que j'ai déjà vus et dont j'ai déjà parlé dans justement mon analyse du documentaire The Game Changer. Il y a une espèce de recyclage où c'est les mêmes personnes qui apparaissent et du coup c'est vrai que je me dis bon ok d'accord, c'est vachement biaisé et tout, mais bon, essayons de rester quand même neutre et de regarder la suite du documentaire. Dans la recherche, là où je trouve qu'ils ont été
vachement honnête. Il nous présente justement le suivi de la composition corporelle avec un scan DEXA, etc. Et là, on peut voir que la plupart des individus qui ont suivi un régime vegan ont tous perdu de la masse musculaire. Ce qui est donc problématique parce que en termes de santé sur le long terme, faire un régime, perdre de la masse grasse, ok, perdre de la masse musculaire, c'est pas ce qu'on veut. Même si l'objectif c'est de pas être un bodybuilder, on sait que maintenir sa masse musculaire le plus longtemps possible, lorsqu'on vieillit, va nous permettre de vivre le plus longtemps possible également. Donc on veut maintenir cette masse musculaire. Aller sur un régime qui va sacrifier notre masse musculaire, c'est potentiellement pas bon pour le long terme. L'autre point dont ils n'ont pas trop parlé, c'était moins de satisfaction du régime sur le régime vegan, alors que pourtant c'était des trucs qui étaient préparés par des professionnels, donc on se dit qu'ils auraient tout optimisé pour que les gens se régalent, etc. Et c'était pas forcément le cas. Il y avait aussi des gens qui n'arrivaient pas à manger tout ce qu'il y avait à disposition. Alors est-ce que c'est un problème de satiété? Est-ce que c'est un problème de digestion? On ne sait pas trop, ils n'ont pas trop donné d'informations par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les niveaux d'insuline au repos ainsi que la perte de poids, c'était pas des données qu'ils voulaient tester au début de l'étude, donc qui étaient mis dans l'hypothèse initiale, mais c'est des choses qu'ils ont mis en avant dans les résultats et dans la conclusion de l'étude, ce qui me pose un peu problème en termes de justement rester neutre et de pas être biaisé et d'avoir une approche scientifique d'analyse des datas, parce que ça montre bien qu'ils voulaient mettre quelque chose en avant, et ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'était que la diète végane était supérieure à une diète omnivore. Le problème, c'est que vu qu'ils s'attendaient potentiellement pas à avoir des résultats positifs à ce niveau-là, ils se sont dit bon c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte au début, mais vu que c'est positif et que ça va dans notre sens, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans nos conclusions. Et ça s'appelle du cherry picking. Un autre problème avec l'étude en question, c'est la durée de l'étude. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des gens, en particulier des jumeaux, sur des très longues périodes, mais 4-8 semaines, c'est sans doute pas suffisant pour voir un vrai impact d'une diète sur les marqueurs de santé de quelqu'un, et voir qu'ils ont perdu de la masse musculaire justement seulement en 8 semaines alors qu'ils s'entraînaient, c'est un peu inquiétant par rapport à la suite, parce que on sait que même avec un volume minimum d'entraînement, 1/9 de votre entraînement, vous pouvez maintenir votre masse musculaire, à moins que vous ayez vraiment un problème en termes d'apport en protéines ou que, encore une fois, la diète soit pas adaptée à vous. Un point sur lequel il passe assez rapidement, c'est le fait qu'il y ait une supplémentation obligatoire lorsqu'on suit une diète 100% vegan. Vous aurez besoin de vitamine B12, de zinc, de certains acides aminés comme la choline ou la carnitine, et potentiellement du fer également, en particulier pour les femmes. C'est quelque chose, je pense, qui n'est pas suffisamment mis en avant, parce qu'on pourrait se dire, ok, si c'est une diète optimale, pourquoi on a besoin d'une supplémentation? Voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et je pense qu'il devrait en parler un petit peu plus, surtout au niveau des risques de santé que ça engendre si vous avez par exemple pas une supplémentation en vitamine B12. Parce que je vous assure qu'un manque en vitamine B12, c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, donc vous pouvez très bien partir sur un régime vegan 6 mois, 1 an, même plus, sans avoir de problème. Mais si vous commencez à avoir une carence, vous pouvez vraiment vous dégrader assez rapidement, et c'est pas top top. Par contre, je le rappelle, c'est tout à fait possible de suivre une diète vegan et d'être en bonne santé. Encore une fois, j'ai fait une formation avec Antoine qui s'appelle La Diète Vegan, où on rentre vraiment dans le détail de comment faire, même si vous êtes des athlètes et que vous avez des objectifs de performance, de bodybuilding, etc. Ça demande juste un petit peu de travail et de comprendre en fait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, mais c'est quelque chose qui est possible. Il faut juste pas mentir aux gens et leur dire non mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de manger de produits animaliers et tu vas t'en sortir très bien. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu t'organises, il faut que tu cuisines davantage, il faut que tu organises tes plats, etc. Mais c'est totalement possible. C'est un choix personnel que tout le monde doit faire. Si quelqu'un ne veut pas manger de produits d'origine animale pour le bien-être des animaux ou autre, qui est tout à fait admirable à mes yeux, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, mais encore une fois, il faut le faire de manière intelligente. Dans le documentaire, on a aussi une partie sur les saumons qui est à mourir de rire, parce que c'est vraiment là où on se rend compte qu'il y a une partie un petit peu manipulation dans le documentaire qui m'embête un peu. C'est qu'ils filment des saumons naturels tous morts et ils disent ah bah vous voyez c'est du saumon d'élevage, donc du coup ils meurent tous, mais en fait c'est le processus normal des saumons, c'est-à-dire qu'ils remontent la rivière, ils se reproduisent et ensuite ils meurent. Mais eux ils filment ces saumons là et ils disent ah bah voilà c'est parce qu'ils sont malades, parce qu'il y en a trop, etc. C'est pour ça qu'ils meurent, vous devez pas manger du saumon d'élevage, etc. Ou sinon, encore pire, ils filment des saumons avec des transformations de la figure, qui est encore une fois quelque chose de naturel qu'on trouve sur des saumons dans leur état naturel. En fin de vie, il y a une transformation du visage du saumon pour combattre, pour pouvoir se reproduire avec les femelles, et du coup c'est le alpha qui peut potentiellement se reproduire avec les femelles. Mais c'est quelque chose de totalement normal. Donc tout au long du documentaire, ils diabolisent
diabolise les produits animaliers type poulet, bœuf, etc. Sur chaque épisode, vous avez un truc où ça vous fait vraiment flipper. Ensuite, il diabolise le saumon, les produits laitiers, etc. pour vraiment couper tous les produits animaliers de votre alimentation. Ce qui est à mon sens problématique parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont très sains et qui sont diabolisés dans ce documentaire. Parce qu'encore une fois, c'est un choix que vous pouvez faire d'être vegan et ça me pose absolument aucun problème. Mais c'est juste que mentir aux gens pour qu'ils prennent un choix qui va potentiellement les bénéficier, parce qu'on se rappelle qu'ils ont fait le pari et ils ont investi sur le fait que la population allait être vegan dans le futur, c'est là où c'est un petit peu problématique. Donc même s'il y a une supplémentation obligatoire, même si la durée de l'étude n'est pas forcément représentative, même si on a vu plein de points qui sont discutables entre guillemets, la conclusion de l'étude c'est une diète vegan c'est meilleur, ça vous donnera une meilleure santé cardiovasculaire et malheureusement comme on l'a vu, c'est une conclusion qui est biaisée et pas forcément représentative des données qui sont issues de cette recherche et qui, si elles avaient été analysées de manière neutre, n'auraient pas donné une conclusion aussi tranchée. Et c'est vraiment ce qui m'embête avec ce genre de recherche, c'est que ensuite les gens ne croient plus à la science, ne croient plus aux recherches. Ils sont genre ouais mais regarde les recherches, tu peux leur faire dire n'importe quoi, etc. Alors que c'est pas vrai. À partir du moment où on fait une analyse neutre, qu'on regarde les datas et qu'on produit une conclusion qui est neutre, les recherches sont très importantes pour avancer et pour trouver entre guillemets la vérité. Et c'est justement ce qu'on fait et qu'on met en œuvre dans notre formation bayésienne. On apprend aux futurs coachs à analyser les recherches, à détecter les biais potentiels qu'il peut y avoir dans les recherches qui sont publiées ou dans les analyses de celles-ci. Et quand on est capable de faire ses propres recherches, ses propres analyses, on peut prendre les meilleures décisions et mettre en place et optimiser des diètes pour nous-mêmes ou pour les gens qu'on va coacher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense peut-être faire un podcast au sujet des saumons avec quelqu'un que je connais qui est expert justement dans l'élevage de saumon. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question, si vous avez une remarque, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!